Bienvenue sur ma chaîne Papy Abdoulaye Siax. Aujourd'hui, nous débutons avec la session des tutorats, comme je vous ai parlé l'autre fois dans la précédente vidéo. Ce seront des sessions qui permettront aux étudiants en soins infirmiers auxiliaires qui se préparent à passer leur examen de l'ordre des infirmiers au Canada, précisément dans la province de l'Ontario et du New Brunswick. Alors, j'ai prévu mettre en place différents types de sessions de tutorat. Donc aujourd'hui, nous allons débuter avec la toute première partie. On va parler de l'équilibre hydrique et le déséquilibre hydrique. Donc aujourd'hui, nous allons plus se focaliser sur l'équilibre et le déséquilibre hydrique. Et dans la deuxième partie de cette première session, nous aurons à parler sur l'équilibre et le déséquilibre électrolytique. Alors sans plus tarder, si vous pouvez prendre note, vous pouvez avoir un petit bouquin que vous allez utiliser pour prendre note et puis revoir la vidéo pour une bonne compréhension. Alors cette session, je l'ai fait en deux volets, c'est-à-dire je l'ai mis en deux langues, en même temps en français et en anglais pour permettre à chacun de nous de se sentir mieux à l'aise dans l'une ou l'autre langue. Mais je vais expliquer plus en français, mais dans la vidéo, il y a une partie que je l'ai mise en français et une autre partie en anglais. Sans plus tarder, juste pour une petite information, le livre que moi j'ai utilisé pour préparer cette session, c'est celui de Saunders Comprehensive Review for the NCLEX-PN. Alors c'est un livre qui a été produit aux États-Unis, mais c'est le même livre que moi j'ai utilisé pour préparer mon examen ici au Canada. Par rapport à mon expérience, le livre est un peu plus accordé au type de l'examen du REX-PN ici au Canada pour RPN. Donc quand j'ai utilisé ce livre, je me suis mieux retrouvé pendant les examens et c'était correct pour moi. Donc pour ceux qui veulent l'utiliser, ça dépendra que de vous. Je peux mettre les liens dans les commentaires et vous pouvez suivre, utiliser les liens pour en acheter puis utiliser. Cela dépendra de vous. Les ouvrages, il y en a beaucoup. L'essentiel, c'est juste de trouver un bon ouvrage qui va vous permettre de bien vous préparer pour votre examen. Alors, parlons des électrolytes. Alors, par définition, lorsqu'on parle d'un électrolyte, c'est une substance qui se retrouve dans notre corps, plus précisément au niveau des cellules, qui, après avoir subi une dissolution dans certains types de ces molécules vont se dissocier sous forme d'éléments qu'on appelle atomes, et ces atomes sont chargés électriquement. Alors, qu'est-ce que cela veut dire? Dans la chimie générale, lorsqu'un corps, plus précisément on veut parler des cellules, subit une dissolution, la dissolution c'est par exemple lorsqu'on prend par exemple un cube de sel ou un cube de sucre, qu'on les plonge dans l'eau et cela va se dissoudre dans l'eau. Et les composants que nous allons obtenir, on appelle les solutés. Et ce qui nous a permis à dissoudre ces solutés qui étaient les cubes de sucre, c'est les solvants. Alors, lorsqu'il y a dissolution au niveau de la cellule qui se divise en molécules, ensuite ces molécules qui vont se dissocier en atomes, et ces atomes sont soit chargés positivement ou négativement. Et un atome qui est chargé soit positivement ou négativement, on les appelle ions. Alors, il y a des cations et des anions. L'une est chargée positivement, l'autre est chargée négativement. Ça, c'est juste une idée pour vous parler des électrolytes. Et lorsqu'on parle des électrolytes, il y a une unité de mesure qu'on appelle le milli-équivalent. Par exemple, vous verrez lorsqu'on parlerait par exemple du sodium, on dira que le sodium, sa valeur peut être par exemple de 135 milli-équivalents. Par exemple, le potassium, nous avons une valeur de 3,5 milli-équivalents. Alors, ce sont des valeurs des électrolytes, mais leur unité de base, c'est ce qu'on appelle les milli-équivalents. Au plus tard, après cette session, dans la deuxième partie, nous allons parler
plus en détail des différents types des électrolytes. Mais actuellement, ce qu'il faut savoir lorsqu'on parle d'un électrolyte, c'est une substance qui, après avoir subi une dissolution en certains types de ces molécules, il va encore se dissocier en atomes qui est soit chargé positivement ou négativement. Et à ce moment, on va l'appeler ion. Et son unité de base ou l'unité de mesure, c'est les milli-équivalents. Alors, parlons de compartiments du corps. Dans notre corps, en général, notre corps, une grande partie contient les fluides, précisément au niveau de nos cellules. Alors, dans chaque compartiment de notre corps, chaque liquide qui se retrouve dans notre corps contient des électrolytes. C'est pour cela que vous verrez lorsque, par exemple, vous perdez des liquides dans votre corps, les fluides, il est fort probable que vous ayez aussi une perte au niveau des électrolytes ou un déséquilibre électrolytique. Et le bon fonctionnement des cellules de notre corps dépend principalement de l'équilibre hydroélectrolytique. C'est-à-dire qu'il doit y avoir une balance entre la quantité de fluide et la quantité des électrolytes dans notre corps. Si c'est plus, on a déjà un déséquilibre. Si aussi c'est moins, on a un déséquilibre. Il faut toujours se rappeler, toujours avoir dans l'idée que le corps humain a toujours besoin de l'homéostasie, c'est-à-dire un équilibre permanent pour maintenir son bon fonctionnement. Alors, le bon fonctionnement des différentes cellules du corps dépend principalement de l'équilibre hydroélectrolytique. Comme je l'ai dit, cela veut dire donc les fluides et les électrolytes doivent se retrouver dans de bons compartiments, c'est-à-dire ça doit se retrouver dans l'endroit où il doit être dans le corps humain et en bonne quantité. Alors au plus, quand nous allons évoluer, vous allez un peu plus comprendre les différentes quantités lorsqu'on va voir les différents types des électrolytes. Voilà un peu une image qui explique comment est-ce que le fluide est subdivisé dans notre corps. Comment est-ce qu'il se passe la distribution des liquides dans notre corps. Ce qui est à savoir principalement, au niveau des cellules, là ce que vous voyez en orange, c'est une cellule. Et là au milieu, c'est le noyau. Et ici, nous avons, ça c'est un vaisseau sanguin. Donc, ce qu'il faut savoir, lorsqu'on parle de fluides et des électrolytes, on se base plus au niveau cellulaire. C'est-à-dire, nous regardons les compartiments, donc la partie qui est hors de la cellule et la partie qui est à l'intérieur de la cellule. La partie qui est à l'intérieur de la cellule, ce qu'on appelle le milieu intracellulaire. Lorsqu'on dit intra, veut dire à l'intérieur. Donc, lorsqu'on parle de fluides intracellulaires, c'est-à-dire ce sont les fluides qui se retrouvent à l'intérieur de la cellule. Et lorsqu'on parle des fluides extracellulaires, cela veut dire on parle des fluides qui sont à l'extérieur de la cellule, donc extérieur. Ce sont les deux grands milieux cellulaires. Intracellulaire à l'intérieur de la cellule et extracellulaire à l'extérieur de la cellule. Alors, notre corps contient pratiquement 70% des fluides intracellulaires. Cela veut dire que la grande quantité de liquide, de fluide qui se retrouve dans notre corps est à l'intérieur de la cellule. Et la mineure partie, c'est à l'extérieur de la cellule. Effectivement, c'est la cellule qui est l'unité de base de la vie de la personne. Donc, elle est censée contenir la majorité des éléments qui le permettront de se maintenir en vie pour que le corps humain en général puisse vivre. Et lorsqu'on parle des milieux extracellulaires, contient pratiquement 30% seulement des fluides de notre corps. Et parlant des milieux extracellulaires, il y a au moins 3 subdivisions, c'est-à-dire les milieux interstitiels, les milieux intravasculaires et les milieux transcellulaires. Parlant des milieux
interstitiels, ce qui est en bleu ici, c'est les milieux qui se retrouvent entre le milieu intracellulaire, donc entre la cellule et les milieux extracellulaires. C'est-à-dire, lorsqu'on voit une cellule, la partie qui les sépare du milieu extracellulaire, les fluides qui les séparent du milieu extracellulaire et intracellulaire, ce qu'on appelle les fluides interstitiels. Et souvent, vous pouvez remarquer, souvent, c'est dans ces liquides-là où se retrouvent les différents autres de nos éléments corporels lorsque nous mangeons avant qu'ils s'entrent dans la cellule, se retrouvent d'abord au niveau interstitiel. Nous avons aussi le milieu intravasculaire. Là, nous sommes toujours dans la subdivision des fluides extracellulaires. Intravasculaire, vasculaire veut faire allusion au vaisseau sanguin. Donc, on voit les fluides qui se retrouvent à l'intérieur de nos vaisseaux sanguins, quels que soient les artères ou les veines. Les fluides qui circulent dans nos vaisseaux sanguins, on parle de milieu intravasculaire. Et c'est là, n'a que 6%. Et les milieux transcellulaires, là, en ce moment, on voit comme le liquide cérébrospinal. Nous avons, donc, c'est-à-dire les liquides qui se trouvent au niveau cérébral, qui est connecté directement jusqu'à la moelle épinière. Nous avons les tissus lymphatiques et les joints synoviales. Donc là, par exemple, au niveau des genoux, nous avons les liquides synoviales. Et au niveau aussi des liquides qui se retrouvent au niveau de nos yeux. Donc ça, c'est comme une subdivision, une distribution, de la manière dont est distribué les fluides dans notre corps. On nous dit que le compartiment intravasculaire représente les liquides à l'intérieur d'un vaisseau sanguin, comme je l'ai expliqué précédemment. Les liquides intracellulaires représentent l'ensemble des liquides à l'intérieur des cellules. Et comme je l'ai dit, il contient au moins 70% des fluides corporels. Donc la majeure partie des fluides qui se trouvent dans notre corps, c'est au niveau de nos cellules, à l'intérieur de notre cellule. Et c'est ça qui est l'unité de base pour la survie de la personne. Le compartiment extracellulaire, comme je l'ai expliqué, représente tous les fluides à l'extérieur des cellules. Il comprend la troisième espace que j'ai expliqué, donc l'espace interstitiel, donc entre les fluides et les cellules. Il y a les sangs, tout ça font partie des compartiments extracellulaires. Parce que dans les compartiments extracellulaires, on a dit qu'il y a 3 éléments. Il y a interstitiel, intravasculaire et transcellulaire. Alors, le liquide corporel total. Maintenant, parlons dans le général au niveau de notre corps. Comment est-ce que le fluide est représenté selon les différents groupes d'âge? Bien sûr, nous avons parlé de 2 groupes selon au niveau cellulaire, intracellulaire et extracellulaire. Mais quels sont les groupes d'âge qui ont la grande quantité de liquide dans les corps, qui ont la moindre quantité de liquide dans les corps? Donc, si nous devons les subdiviser en 3 groupes, on dira que le liquide corporel total, donc intra- et extracellulaire, représente environ 60% du poids corporel chez l'adulte. Alors, on peut parler de l'adulte, on commence prenons par exemple à partir de 25 ans jusqu'à l'âge de 60. Et 55% chez l'adulte plus âgé, c'est-à-dire lorsqu'on parle de personnes âgées, et 80% chez les nourrissons. Donc, ce qui amène à comprendre que lorsqu'un bébé vient de naître, son corps est plus composé de fluides, c'est-à-dire au moins 80% de son poids concerne que le fluide qui est dans son corps, précisément au niveau des cellules, dans la cellule intra- et extracellulaire. D'où ce qui amène à comprendre que les enfants, les nourrissons et les personnes âgées, dans les 3 catégories, sont les 2 catégories qui sont des personnes à risque de déséquilibre hydrique. Pourquoi ils sont à risque de déséquilibre hydrique? Parce qu'avec les enfants,
ils ont une grande quantité d'eau, c'est plus facile d'accumuler encore des fluides et qui va amener un excès ou une surcharge liquidienne. Par contre, au niveau de personnes âgées, ils ont moins de liquide. Au cas où il y a déséquilibre, ils sont plus à risque d'avoir un déficit liquidien. D'où sont les deux groupes d'âge qui sont à risque, soit d'excès de fluide ou de déficit liquidien. Alors on nous dit qu'il est important de surveiller de près les déséquilibres chez les nourrissons et les personnes âgées. Voilà, car la personne âgée a la plus faible proportion des fluides corporels et les nourrissons a la plus grande portion des fluides corporels, ce qui expose ces deux groupes d'âge à un risque de problèmes liés à l'équilibre hydroélectrolytique. Alors, on ne peut pas parler de fluide ou de liquide dans le corps humain sans parler de transport de ces fluides dans le corps humain. Ici, je n'ai juste pris que deux à trois types de transport, mais il y en a assez. Ici, j'ai plus parlé de la diffusion et de l'osmose parce que, selon moi, j'ai trouvé qui sont très importants à savoir. Les autres aussi sont importants. Vous pouvez toujours faire la recherche comme l'osmolalité, connaître comment ça se passe, les transports de fluides. Mais sont les deux que je me suis plus basé sur cela. Alors, la diffusion, c'est le processus par lequel une solité, donc substance dissoute, peut se propager à travers une solution ou un solvant. Cela veut dire quoi? Lorsqu'on prend, comme j'ai dit au début, on prend par exemple un cube de sel ou un cube de sucre, on le plonge dans l'eau. Le cube, c'est ce qu'on appelle la solution qui doit être dissoute. Et lorsque cette solution est dissoute, on va l'appeler maintenant un soluté. Et les solvants, c'est la solution qui permet à dissoudre les solutés. Par exemple, l'eau sera considérée comme un solvant et le cube de sel, comme dans l'image je le montre ici, ou le cube du sucre, sera considéré comme les solutés parce que c'est les cubes de sucre ou de sel qui doit être dissoute et le solvant c'est l'eau qui doit dissoudre le sucre. Alors on nous dit que la diffusion d'un soluté répand les molécules d'une zone de concentration plus élevée à une zone de concentration plus faible. Maintenant, allons au niveau cellulaire. Lorsqu'on a par exemple une molécule qui est plus concentrée, c'est-à-dire dans une certaine concentration dans le milieu par exemple intracellulaire, cette molécule va diffuser en traversant par exemple la membrane pour aller dans le milieu extracellulaire afin d'être dissoute. C'est pour ça qu'on parle des milieux de gradients de forte concentration vers les gradients de faible concentration. Et c'est le même exemple que nous avons parlé de l'eau et du sucre et des cubes de sucre. Le cube de sucre est dans un état de concentration élevée. Et lorsqu'elle subit la diffusion, elle va maintenant se transformer en un état de concentration moins élevé ou plus faible. Facile à comprendre, si vous mangez un cube de sucre directement, vous le sentirez plus sucré, mais par contre, si vous le dissolvez dans un fluide, une grande quantité de liquide, ou peut-être vous n'allez pas assez ressentir la concentration du sucre lorsque vous allez prendre ces liquides. D'où on a parlé de l'exemple de la filtration de l'eau pour enlever par exemple les déchets, le sel. Au niveau aussi des reins, lorsque les reins sont en train de purifier notre sang, il y a des déchets qui sont enlevés, qui ont une grande concentration et sont rejetés par l'urine de sorte de rendre les liquides, le sang qui circule dans notre corps moins concentré avec les déchets. Le prochain, c'est l'osmose. Alors on nous dit, lorsqu'une solution plus concentrée se trouve sur un côté d'une membrane sélectivement perméable et une solution moins concentrée et de l'autre côté une traction appelée
pression osmotique attire l'eau à travers la membrane vers les côtés les plus concentrés ou les côtés avec les plus de solidité. C'est comme dans cette image. En fait, cela veut dire quoi? L'osmose, c'est comme le contraire de la diffusion. Dans l'osmose, maintenant, le liquide est moins concentré et a besoin d'une certaine concentration. Ça, c'est une image qui a découpé la cellule. Ici, c'est dans les milieux intracellulaires en jaune et à l'extérieur, c'est les milieux extracellulaires. Ça, sous forme grise, ce sont ce qu'on appelle la membrane cellulaire. Alors, lorsque le fluide qui se retrouve à ce niveau est très concentré, comme on nous dit ici, que les solutés va chercher à faire une traction avec les molécules qui sont à l'extérieur pour ramener ces molécules d'eau à l'intérieur de la cellule afin de réduire le taux de concentration des éléments à l'intérieur de la cellule. Donc, c'est l'inverse en fait de la diffusion. Parlons maintenant des différentes quantités que notre corps a besoin. Donc, ce qu'on appelle les fluid intake en anglais et les fluid output, c'est-à-dire la quantité de fluide que notre corps a besoin journalièrement ou quotidiennement et la quantité de fluide que notre corps doit excréter quotidiennement. Alors, le groupe que nous avons, principalement, les fluides, la grande partie que nous recevons des fluides vient de l'eau. Donc, au moins 1200 à 1500 millilitres. Je pourrais dire 1,2 litre à 1,5 litre. L'autre partie des fluides, nous l'obtenons par la nourriture. C'est-à-dire la nourriture contient aussi des fluides. Donc, une moyenne de 800 à 1100 millilitres. Et l'autre quantité vient de ce qu'on appelle le metabolic oxidation. Donc, lorsqu'on voit les réactions chimiques qui se passent dans notre corps par l'oxydation, il y a certains fluides que nous obtenons par ces réactions chimiques qui se déroulent au niveau de nos cellules. Donc, ce qui fait un total de au moins 2300 à 2900 millilitres que le corps a besoin quotidiennement. Alors, concernant le fluid output ou ce que le corps, les excrétages, je dirais, ce que le corps doit extraire de notre corps, cela vient principalement en grande quantité des reins. Le rein joue un très grand rôle dans ce qui concerne l'équilibre hydroélectrolytique. Donc, si on a un problème au niveau des reins ou une maladie quelconque qui affecte nos reins, cela aussi va affecter même l'équilibre hydroélectrolytique dans notre corps. Donc, le rein, par rapport à la quantité que nous consommons, le rein doit excréter au moins 1500 millilitres quotidiennement. Et le reste de fluide vient de ce qu'on appelle les pertes insensibles. En fait, les pertes insensibles sont les fluides qui sont perdus par notre peau. Par exemple, par la transpiration et bien sûr par la respiration aussi. Lorsque nous respirons, nous perdons une certaine quantité de fluide par notre respiration. C'est environ 400 à 600 millilitres. Par le sel, lorsque nous urinons, au niveau urinaire, lorsque nous urinons, au niveau gastro-intestinal, lorsque nous avons des sels, il y a aussi une certaine quantité de fluide qui est excrété. Et cela équivaut à au moins 100 millilitres. Un élément important toujours à se souvenir que ce n'est pas seulement au niveau des reins, au niveau gastro-intestinal ou urinaire qu'il y a une perte de fluide, mais il y a ce qu'on appelle aussi les fluides, les pertes insensibles. Souvent, on peut avoir tendance à l'oublier, mais le pertes insensible viendra par notre peau, comme la transpiration, par la respiration. Lorsque nous respirons, nous expirons, il y a une certaine quantité de fluide qui est aussi excrété de notre corps. Donc, alors, il doit y avoir une certaine balance par rapport à la quantité que notre corps a besoin et à la quantité que notre corps doit excréter. Ici, j'ai donné une liste de
groupes de personnes, des groupes de situations, c'est-à-dire de pathologies qui exposent la personne à un risque d'un déséquilibre hydrique ou aussi d'un déséquilibre électrolytique, de deux, hydroélectrolytique. Comme on a parlé précédemment, on a parlé des nourrissons, oui, parce qu'ils ont une grande quantité d'eau, sont à risque d'une surcharge liquidienne. Les personnes âgées, oui, ils sont à risque d'un déficit liquidien. Les personnes avec problème au niveau des reins, donc qui ont une maladie rénale, qui ont ce qu'on appelle kidney failure, donc une insuffisance rénale, sont à risque, ça dépendra de la situation, soit d'un excès de fluide ou d'un déficit liquidien. Les personnes qui sont tentées, par exemple, de souffrir d'une diarrhée. La diarrhée occasionne une grande perte de fluide. C'est pour cela, surtout chez les personnes âgées, ils sont à risque vraiment d'un grand déficit et même d'une mort subite, parce que s'ils ont une diarrhée, et si elles ont plutôt une diarrhée, elles peuvent perdre une grande quantité, non pas seulement des fluides et des électrolytes au même moment. Donc une déshydratation rapide, une hypovolémie rapide qui peut surgir. D'où il est très important, même que ce soit chez les enfants, chez les personnes âgées, que les parents doivent toujours veiller sur les enfants lorsqu'ils ont une certaine diarrhée, chercher à aller à l'hôpital directement, résoudre les problèmes plus vite pour éviter de grandes pertes hydriques et électrolytiques. Il y en a assez, il y en a différents d'autres groupes, mais ça sont juste certains que j'ai pris, je trouve aussi assez importants, mais il y en a différents éléments qui peuvent intervenir aussi. Parlons de l'homéostasie. Au début, j'ai parlé de l'homéostasie en disant que c'est un processus d'équilibre hydroélectrolytique, c'est-à-dire la quantité de fluides et des électrolytes à l'intérieur de la cellule doit être en équilibre à la quantité qui est à l'extérieur de la cellule. C'est-à-dire qu'il doit y avoir un équilibre entre les milieux intracellulaires et extracellulaires concernant les fluides et les électrolytes. C'est ce qu'on appelle l'homéostasie. Pour juste un élément d'information, l'homéostasie se passe non pas seulement au niveau des cellules, même au niveau de notre cerveau, dans le centre de régulation de l'homéostasie au niveau de notre cerveau. Cela se passe ainsi. Par exemple, lorsque nous transpirons ou lorsque nous avons froid, tout cela, c'est grâce à l'homéostasie qui se passe au niveau de notre centre de régulation, au niveau du cerveau. C'est-à-dire, lorsqu'il y a un froid, par exemple, notre cerveau, les thermorécepteurs de notre corps au niveau de la peau, va transmettre les messages jusqu'au niveau, par les récepteurs, jusqu'au niveau de notre cerveau, c'est-à-dire au centre de régulation. Et le centre de régulation du cerveau va maintenant renvoyer les messages. Si par exemple il fait froid, va renvoyer le message au niveau des thermorécepteurs de causer les frissonnements pour équilibrer la température du corps. Et de même s'il faisait maintenant chaud, le même message qui vient par les thermorécepteurs qui va au niveau du centre de régulation, et le centre de régulation va envoyer les messages au niveau des thermorécepteurs pour libérer les fluides au niveau de nos pores cutanés, de sorte de libérer la quantité de fluides pour réduire la température dans notre corps. Alors c'est ça ce qu'on appelle l'homéostasie, c'est un état d'équilibre dans notre corps. Et le corps humain a besoin d'une manière permanente d'un équilibre qu'on appelle homéostasie, que ce soit au niveau des cellules qu'on nous parle ainsi et dans d'autres éléments concernant notre corps. Maintenant que nous avons parlé en général de l'équilibre, nous devons parler du déséquilibre hydroélectrolytique. C'est quoi le déséquilibre hydroélectrolytique? Lorsqu'on parle de déséquilibre, plutôt de déséquilibre hydrique, aujourd'hui on va parler d'hydrique et électrolytique, on va parler de ça prochainement. Quand on parle de déséquilibre hydrique, soit l'excès ou le déficit, à quoi cela correspond? Premièrement, nous allons parler des déficits
du volume liquidien. Ce qui est à savoir, lorsqu'on parle d'un déséquilibre au niveau des fluides, plus précisément d'un déficit du volume liquidien, il faut principalement se référer à ce qu'on appelle la déshydratation. La déshydratation, c'est parmi les types de déficit liquidien le plus courant et qui nous arrive parfois. Parfois, on n'est même pas, on se rend pas compte que nous sommes en train de se déshydrater. Et d'ailleurs, comme l'été s'approche, il faut toujours ne pas manquer à avoir votre petite bouteille d'eau pour se réhydrater à chaque instant que vous en avez besoin. Par définition, on dit que la déshydratation, c'est un processus qui se produit lorsque la quantité de liquide fournie au corps est inférieure à la quantité dont le corps a besoin. Effectivement, lorsqu'il y a déshydratation, c'est-à-dire le corps n'est pas en train de recevoir la quantité de liquide qu'il a besoin pour son bon fonctionnement. Vous vous rappelez, au début, on a parlé de la quantité totale de fluide que le corps a besoin et la quantité de fluide que le corps doit extraire. Alors, ce déséquilibre, lorsqu'il y a un déficit, c'est-à-dire que le corps n'est pas en train de recevoir la quantité dont il a besoin pour le maintien des fonctionnements, c'est au niveau cellulaire. Et c'est ce qu'on appelle la déshydratation. Alors, il faut comprendre comment est-ce qu'on peut traiter la déshydratation. Parlons un peu de causes, ce qui cause la déshydratation, et puis nous allons voir quels sont les moyens pour traiter la déshydratation. Parmi les causes de la déshydratation ou d'un déficit liquidien, nous avons les vomissements. Lorsqu'on vomit, on perd des fluides et on perd aussi des électrolytes. D'où, parmi les causes d'un déficit qui cause un déficit liquidien, il y a les vomissements, la diarrhée, comme on a parlé de ça au début. Il y a ce qu'on appelle aussi l'aspiration gastro-intestinale. Par exemple, nous allons prendre le cas d'une personne qui a une sonde gastro-intestinale et qui peut-être a eu accumulé assez de fluide au niveau intestinal. Alors on doit extraire ces fluides. On doit retirer ces fluides au niveau gastro-intestinal. C'est-à-dire qu'on doit faire une aspiration, ou en anglais qu'on appelle suctioning. Alors cette aspiration, si il est arrivé qu'on arrive à retirer assez de fluide par rapport à ce qui doit être la quantité à être retirée, à être aspirée, cela risque de causer aussi un déficit au niveau de la quantité de liquide que le corps a besoin. C'est pour ça que vous remarquerez pour les personnes qui ont des sondes nasogastriques, donc en anglais pratiquement qu'on appelle NG tube, donc une sonde au niveau nasal qui va jusqu'au niveau gastrique. Lorsque la personne est en train a une sonde et qu'on est en train de aspirer les fluides qui sont accumulés au niveau gastrique, il y a toujours ce qu'on appelle le replacement. Donc il y a un remplacement liquidien qui doit être très fait. Après, par exemple, ça dépend selon les protocoles de chaque hôpital ou selon les normes des soins prescrits par les docteurs. Ça peut être par exemple après 8 heures d'aspiration, peut-être low section, une aspiration à faible niveau. On doit remplacer les fluides qui a été perdu. C'est-à-dire on retire, on aspire les fluides, mais on doit aussi compenser certaines quantités de fluides pour éviter qu'il y ait des pertes ou un déficit liquidien. Nous avons aussi les plaies drainantes. Par exemple, une personne qui a une plaie qui est en train de drainer plus du sang ou des fluides à cause d'une certaine infection. Les brûlures fait perdre aussi le liquide. Et cela cause vraiment la personne qui a subi des brûlures, surtout des brûlures de grande capacité, est à risque d'un choc hypovolémique. Il y a l'augmentation de la production d'urine due à l'utilisation des diurétiques. Lorsqu'on parle de diurétiques, c'est la classification de médicaments qui permettent
à excréter l'excès de fluide dans le corps de la personne. Prenons par exemple une personne qui souffre de ce qu'on appelle cardiac heart failure, donc une insuffisance cardiaque. C'est souvent dans ces cas où une personne qui souffre d'une insuffisance rénale, dans ces cas, la personne va retenir plus de fluide. C'est-à-dire que la personne prend des fluides, mais elle n'arrive pas à l'excréter de son corps. Et dans ces cas, souvent, le docteur va prescrire un antidiurétique, par exemple comme le furosémide, qu'on appelle aussi le Lexis. Ça va permettre d'excréter l'excès de fluide dans le corps de la personne. Mais il faut toujours faire attention. Cela va permettre à excréter les fluides, mais on doit toujours surveiller les déficits. Parce que cette personne qui est en train de prendre les diurétiques pour excréter l'excès de fluide est à risque aussi de tomber ou d'aller vers le déficit liquidien. D'où, lorsqu'on a une augmentation en excès de la production de l'urine, parce que lorsqu'on prend les diurétiques, ça fait beaucoup uriner, cela risque de causer que la personne puisse perdre aussi assez de fluide et tomber dans une déshydratation. Donc, ce sont parmi les causes qui peuvent occasionner un déficit liquidien. Mais il y en a assez. Je ne limite pas, c'est là seulement ces éléments que moi j'ai cités, mais il faut toujours faire des recherches pour avoir plus d'informations. Alors, je reviens sur le traitement. Quel est le but principal des traitements lorsque la personne subit un déficit liquidien? C'est le remplacement des fluides et des électrolytes qui ont été perdus. Donc, lorsqu'on subit un déficit liquidien, il faut toujours se rappeler le but principal du traitement, c'est le remplacement des fluides et le remplacement des électrolytes perdus. À la longue, lorsque nous allons avancer, nous allons voir quels sont par exemple les différents types de fluides qu'on peut administrer à la personne, au patient qui a subi un déficit liquidien pour essayer de ramener à l'équilibre les électrolytes et les fluides. J'ai essayé de donner les deux parties, les causes et les buts. Nous allons aller pour le moment un peu dans l'excès de fluides. Donc, lorsque nous avons une surhydratation ou une surcharge liquidienne, parler des causes et les buts. Ensuite, je vais vous montrer comme un tableau que j'ai fait qui va vous montrer les différences, qui vont vous permettre de voir les différences entre les fluides, l'excès et les déficits de fluides concernant les interventions à faire, quels sont les signes et symptômes que le client peut manifester. Je l'ai mis ainsi dans un autre tableau pour que vous puissiez avoir les deux, voir mieux les différences pour ne pas vous mélanger entre les différents symptômes parce qu'il y en a assez. Alors, la surcharge liquidienne, on l'appelle aussi surcharge circulatoire. On peut parler aussi de la surhydratation. Cela se produit lorsque le corps retient assez de fluide par rapport à la quantité qu'il doit excréter. Ou le corps reçoit assez de fluide par rapport à la quantité qu'il demande. C'est-à-dire, si le corps, par exemple, comme on a parlé, a besoin de 2300 et on en prend assez, de sorte que ce fluide n'arrive plus à être excrété de notre corps, cela cause la surcharge liquidienne. Donc, il y a deux éléments. L'excès de fluide dans le corps et c'est là le corps n'arrive pas à l'extraire. Cela va causer ce qu'on appelle la surcharge liquidienne ou la surcharge circulatoire ou encore la surhydratation. Quels sont les quels sont les buts de cela? Le but de traitement, parlons plutôt des causes. Malheureusement, je n'ai pas mis le PowerPoint pour cela. Désolé. Donc, je vais juste expliquer. Parmi les différentes causes, une maladie rénale, une maladie cardiaque, c'est-à-dire l'insuffisance cardiaque, l'insuffisance rénale, peut occasionner que le corps puisse retenir assez de fluide et que cela n'arrive pas à être excrété. Et cela cause la surcharge liquidienne, la surcharge circulatoire. Et cela risque de causer des problèmes au niveau de notre respiration. Et on va voir les signes et symptômes
lorsque nous allons avancer. Alors, quel est le but principal du traitement lorsque la personne a une surcharge liquidienne? Le but principal, c'est de rétablir l'équilibre hydrique, c'est-à-dire de corriger le déséquilibre. Comment est-ce qu'on peut les corriger? C'est-à-dire on doit éliminer ou contrôler la cause sous-jacente de la surcharge liquidienne. Comme je dis les exemples, j'ai dit les causes, j'ai parlé de l'insuffisance rénale, l'insuffisance cardiaque. Pour corriger ou ramener à l'équilibre hydrique ou l'équilibre électrolytique, dans le cas d'un excès de fluide, nous devons chercher à traiter d'abord la cause principale. C'est-à-dire, si la personne a une insuffisance cardiaque, il faut traiter l'insuffisance cardiaque de sorte que cela va permettre de ramener à l'équilibre. Parce que si on ne la traite pas, c'est impossible que la personne puisse revenir à l'équilibre hydroélectrolytique. Au contraire, elle va toujours commencer à accumuler des fluides. Maintenant, ça c'est un tableau dont je vais parler de la différence entre les déficits liquidiens et la surcharge liquidienne. Concernant ce qu'on appelle data collection, donc les éléments qu'on arrive à collecter, la collecte des données lorsqu'on est en train d'évaluer notre patient. Alors, par exemple, le matin, au début de notre quart de travail, on va évaluer notre patient. Quels sont les signes et symptômes qui peuvent nous donner l'idée que notre client est en train de subir un déficit liquidien? Les éléments, je dirais, de base ou des éléments principaux, on parlera de la soif. La soif, c'est, je ne dis pas à 100%, mais c'est l'un des signes qui peuvent nous dire que notre patient est en train de se déshydrater. Il y a la mauvaise turgescence cutanée et les muqueuses sèches. C'est-à-dire une personne qui est déshydratée, lorsque vous essayez de voir la turgescence au niveau de sa peau, donc si vous tirez par exemple vous essayez de tirer la peau au niveau par exemple du niveau de la clavicule, vous remarquez au niveau du corps en général de la personne ou de la clavicule aussi, vous remarquerez que la personne, sa peau, la turgescence prend longtemps pour que la peau puisse revenir à sa position. C'est-à-dire lorsque vous soulevez la peau, vous verrez que si vous le relâchez, elle prend du temps pour revenir à sa forme initiale. Et cela, c'est un signe pour montrer que la personne déjà est soit déshydratée ou à risque de déshydratation. Les muqueuses sèches. Vous remarquerez qu'une personne qui est déshydratée, dans sa bouche, même sa salive n'est plus assez visqueuse et commence même à coller dans la bouche. Sa bouche devient de plus en plus sèche. Il n'y a pas assez de salive dans sa bouche et ça devient plus collant. L'augmentation de la fréquence cardiaque. Oui, lorsqu'on a un déficit liquidien, alors ça, à ce niveau, il faut maintenant faire attention parce qu'avec l'excès de fluide, ça serait différent. Dans les déficits, il y a augmentation de la fréquence cardiaque. C'est-à-dire la fréquence, nous savons, la moyenne, c'est de 60 à 100 battements par minute, qui est la moyenne. Mais lorsqu'il y a un déficit liquidien, cela va aller au-delà de 100 battements par minute. Ça peut aller jusqu'à 100, 105, 110. Ça dépend de la gravité de la déshydratation. Le pouls filant, c'est-à-dire lorsque vous essayez de palper au niveau de la veine de l'artère de la personne pour essayer de trouver le pouls. Ça peut être au niveau radial ou au niveau de l'ulnaire pour palper le pouls. Vous verrez que vous allez presque rien ressentir le pouls qui est en train de bondir. Vous savez que lorsqu'il y a le battement cardiaque, vous pouvez le ressentir au niveau du pouls. Et avec le déficit liquidien, c'est presque difficile de ressentir ces pouls lorsque vous palpez au niveau par exemple radial ou fémoral. Il y a la dyspnée et l'hypotension posturale. Oui, lorsqu'une personne a un déficit
un déficit au niveau liquidien, cela va causer même aussi une dyspnée. Déjà, la personne devient plus fatiguée, la personne n'a plus assez de force et cela peut causer aussi un grand travail au niveau de la personne parce qu'elle a déjà perdu assez de force, elle est plus en plus fatiguée, cela peut occasionner une dyspnée. Il y a l'hypotension posturale. Alors, dans ces cas, lorsqu'il y a un déficit liquidien, la personne subit une diminution de la pression artérielle. Comme nous savons, la moyenne c'est 120 pour la systolique et 80 pour la diastolique. Dans le cas où une personne qui est en train de subir un déficit liquidien, cela peut aller en dessous, la systolique peut aller en dessous de 120. Ça peut arriver que la personne va jusqu'à 100. Et lorsqu'on parle de l'hypotension posturale, la personne est à risque de subir une hypotension orthostatique. C'est-à-dire, lorsque vous demandez par exemple à la personne de s'élever, et subitement elle peut tomber sur place parce que sa tension va baisser rapidement à un niveau si bas que la personne va avoir directement une évanouie et la personne va tomber sur place. Donc on va parler de l'hypotension orthostatique. Il y a une diminution aussi du volume urinaire et l'urine devient de plus en plus foncée et concentrée. Voilà la raison pour laquelle je parlais de transport liquidien. Vous remarquez dans le cas d'une personne qui a un déficit liquidien, la quantité d'urine diminue. Et comme il n'y a pas assez de fluide, c'est-à-dire que le déchet devient de plus en plus concentré. Dans la faible quantité d'urine sera plus concentrée parce qu'il y a plus de déchets que de fluides. Et c'est dans le cas d'une personne qui a un déficit liquidien parce qu'il n'y a pas assez de quantité de fluide. Ce qu'elle doit excréter de son corps va contenir plus de déchets que par rapport au fluide. Et l'urine sera très foncée. Alors, on nous parle de veines de la main et du cou qui ne sont pas palpables. Oui, vous remarquerez que lorsqu'on parle de veine du cou, on parle plus de la veine jugulaire au niveau gauche de notre cou, la partie gauche de notre cou. Vous remarquez lorsque vous allez essayer de voir, c'est parce que cette veine normalement ne doit pas être assez visible aussi. L'artère, je dirais, n'est pas assez visible aussi. Lorsque même vous allez palper, vous allez remarquer vous allez presque pas ressentir l'artère en question. Et même au niveau des veines, aussi même des veines qui sont visibles au niveau du corps, c'est très difficile qu'elles soient visibles. C'est pour cela que vous remarquez, lorsqu'une personne subit une déshydratation, c'est très difficile d'insérer une intraveineuse. C'est très difficile. Et c'est ça aussi, parfois aussi les cas que vous remarquerez avec les personnes âgées, souvent c'est très difficile d'avoir des veines, déjà parce qu'ils ont une quantité inférieure de fluide, et lorsqu'il y a un déficit, ça empire encore la situation. Et ça cause l'augmentation du niveau d'hématocrite. Alors lorsqu'on parle d'hématocrite, on est en train de voir le sang. Là, on le parlera plus tard, je ne vais pas vous mélanger actuellement, on le parlera plus tard dans d'autres sessions. Il y a une perte de poids. Effectivement, il doit y avoir une perte de poids parce que lorsqu'on subit une déshydratation, on perd les fluides, on perd des électrolytes. C'est que sûr et certain, il y aura aussi une perte de nutriments. Alors cela va occasionner une perte de poids. Rappelez-vous, au début, on a dit que notre corps a 70% de son poids revient au fluide. Alors s'il y a une grande quantité de fluide qui est perdue, ça dit automatiquement on doit aussi perdre le poids. Maintenant, parlons de la surcharge liquidienne. La surcharge liquidienne. Quels sont les éléments, les signes et symptômes qui peuvent être manifestés lorsqu'on doit évaluer un client qui subit une surcharge liquidienne? Il y a la toux. La toux et la dyspnée, le crépitement pulmonaire.
Par là, qu'est-ce que cela veut dire? Lorsqu'on a déjà une surcharge liquidienne, la quantité de fluide qui est déjà en excès dans notre corps peut rentrer dans nos poumons. Et c'est là qui cause une accumulation de fluide dans nos poumons. Et lorsqu'on doit palper les poumons, lorsqu'on doit ausculter les poumons de la personne, on peut avoir le son pulmonaire comme crépitement. Alors, il y a déjà une accumulation de fluide et lorsque les poumons de la personne doit les respirer, on peut ressentir le crépitement. L'atout, effectivement, déjà quand il y a une accumulation de fluide, c'est là la personne cherche à repousser naturellement ce qui est un élément étranger au niveau pulmonaire. La dyspnée, oui, parce que déjà avec l'accumulation de fluide dans les poumons, cela va causer que la personne n'arrive plus à bien respirer. L'augmentation de la respiration. Alors ici, il y a un élément qu'il faut savoir. Lorsque la personne perd la quantité d'oxygène, la personne subit ce qu'on appelle une tachypnée. Cela veut dire, si ma respiration diminue, grâce à l'homéostasie du corps, mon corps cherche à gagner plus d'oxygène pour équilibrer sa demande. Ce qui va pousser naturellement la personne à respirer en grande vitesse. Donc c'est ce que les centres de régulation occasionnent dans le corps pour que la personne respire en grande vitesse, croyant qu'elle va récupérer assez d'oxygène. C'est comme par exemple lorsqu'une personne a faim. Pour expliquer ça d'une manière un peu plus très simple, lorsqu'on a trop faim, on a tendance de manger plus et plus rapidement, croyant qu'on va pour compenser les pertes ou le manquant des aliments dans notre corps. Et c'est comme ça qu'il fonctionne aussi avec le poumon. Lorsqu'on a une dyspnée, le poumon la personne essaie de respirer plus rapidement pour emmagasiner plus rapidement l'oxygène. C'est pour ça qu'on a parlé de l'augmentation de la respiration. Donc, il y a une augmentation de fréquence respiratoire. Donc, cela peut aller au-delà de 20 respirations par minute. Il y a aussi l'augmentation du rythme cardiaque. Alors, la personne ici, son rythme cardiaque peut aller aussi au-delà. Ici, on parle de l'augmentation de la pression artérielle. Et le pouls est bondissant. Alors, si nous comparons avec le déficit liquidien, là on nous a dit qu'il y a une diminution, on nous a parlé qu'il y a une diminution de la pression artérielle, donc il y a une hypotension. Mais tandis qu'avec la surcharge liquidienne, il y a une augmentation de la pression artérielle. Pourquoi? Parce qu'il y a assez de fluide qui cause, comment je pourrais dire, il y a assez de fluide dans notre corps qui est en train de causer une certaine tension dans notre corps. Tout est comme serré en fait. Et cela occasionne une augmentation de la tension artérielle dans notre corps. Il y a aussi le pouls qui devient bondissant. À cause qu'il y a assez de fluide, lorsqu'on doit palper par exemple le pouls au niveau radial par exemple, ou au niveau fémoral, on va plus les ressentir parce qu'il y a assez de liquide dans notre corps. Par contre, avec les déficits, on va moins les ressentir, ces filons. Il y a les œdèmes. Oui, lorsque la personne a une surcharge liquidienne, les œdèmes sont très visibles. Par exemple, avec une personne qui souffre d'une insuffisance cardiaque, vous verrez déjà au niveau de ses membres inférieurs, au niveau des pieds, il y a une accumulation de fluide. Vous pouvez palper au niveau de ses pieds, vous remarquerez qu'il y a une accumulation de fluide. Lorsque vous palpez, vous verrez qu'il y a des œdèmes. Lorsque vous mettez votre doigt, c'est comme si vous êtes en train d'appuyer sur une mousse et ça prend du temps pour que le tissu cutané puisse revenir à sa place. Alors avec les œdèmes, il y a aussi un tableau qui a à savoir comment est-ce qu'il faut évaluer. Est-ce que l'œdème est plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. Si ça, on parlera de ça prochainement dans d'autres sessions. Il y a le gain de poids. Déjà, on sait que le corps humain a au moins 70% de fluide
qui représente le poids du corps de la personne. Quand il y a surcharge liquidien, c'est-à-dire qu'il y a augmentation des fluides et cela augmente encore le poids de la personne. La distension des veines du cou et de la main. Oui, comme on a parlé au début, vu que les pouls déjà avec les artères sont plus palpables, même les veines seront plus distendues, seront très très visibles. L'augmentation de la production d'urine si les reins peuvent compenser. Alors, lorsqu'il personne a une surcharge liquidienne, la personne va beaucoup plus uriner. Au cas où le rein fonctionne encore correctement. Mais si les reins ne fonctionnent pas correctement, cela va occasionner encore, au contraire, une accumulation de fluides, donc la rétention de fluides dans le corps de la personne. La diminution du niveau d'hématocrite. Donc, c'est un élément aussi de différence avec les déficits liquidiens. Là, je vais se rectifier. Dans les déficits liquidiens, lorsqu'il y a augmentation du niveau d'hématocrite, on n'a pas besoin de transfusion. Par contre, c'est au niveau des surcharges liquidiens. Parfois, comme il y a diminution du niveau d'hématocrite, lorsqu'on va extraire le surcharge, l'excès de fluide, peut y arriver qu'on puisse aussi demander aussi à la personne de subir une transfusion sanguine. Alors, quelles sont les interventions infirmières? Bon, ce sont vraiment parmi les éléments les plus importants à savoir parce que dans vos examens, lorsque vous aurez les passer, probablement vous n'allez pas manquer de questions sur les interventions. Que faire lorsque la personne subit un déficit liquidien? Que faire lorsque la personne est en train de subir une surcharge liquidienne? Alors, pour le déficit liquidien, premièrement, comme on le sait, il y a les quatre étapes à suivre dans les interventions infirmières. La toute première des choses, il faut toujours évaluer le client, apporter les interventions infirmières que vous pouvez faire agir directement, appliquer les interventions des autres domaines, c'est-à-dire des docteurs, les prescriptions du docteur et l'enseignement qui vient en dernier lieu lorsqu'on doit faire une intervention. Alors, premièrement, dans un cas de déficit liquidien, il faut identifier d'abord la cause de ces déficits liquidiens. Qu'est-ce qui a causé que la personne puisse perdre le fluide? Ça peut être la diarrhée, ça peut être les vomissements. Ça peut être aussi lorsque la personne a une sepsis, donc un taux élevé d'infection dans le corps au niveau la septicémie en français, sepsis en anglais. Donc, il y a un taux élevé d'infection qui est au niveau directement au niveau sanguin. Alors, cela va causer aussi une septicémie et la personne est à risque d'avoir de grandes fièvres, une hyperthermie et cela peut occasionner aussi une déshydratation. Alors, si on connaît la cause, on peut mieux les traiter. Dans le cas, par exemple, d'une diarrhée, on doit donner des antidiarrhéiques, des antiémétiques pour le cas de vomissement, la nausée, les antipyrétiques pour réduire la fièvre, donc réduire l'hyperthermie. Il faut surveiller de près les signes vitaux. Donc, on a parlé des différents signes vitaux. Comment est-ce qu'elle est la pression artérielle dans le cas d'un déficit, dont la personne est à risque d'hypotension, la personne est à risque d'avoir une augmentation de la fréquence cardiaque, une dyspnée. Ce sont les signes vitaux qu'il faut toujours vérifier, la température, toujours vérifier aussi. Et souvent dans ces cas, dans un cas de déficit liquidien, la personne peut avoir une dyspnée, donc le docteur peut prescrire d'administrer l'oxygène au patient. Il y a différents types aussi de formes de matériel à utiliser pour administrer l'oxygène au patient. Alors, il faut vérifier les muqueuses et la turgescence cutanée. Oui, comme on a dit au début, dans le cas d'un déficit liquidien,
on a une perte de turgescence cutanée, une perte de fluide au niveau de nos muqueuses, ça devient plus sèche. Il faut surveiller le poids quotidiennement. Ça s'applique de tous les deux côtés, que ce soit déficit ou excès de fluide. Ce qu'il y a à savoir, quand une personne a un déséquilibre hydroélectrolytique, toujours savoir, chaque jour, quotidiennement, on doit toujours surveiller son poids pour éviter la perte de poids dans les cas de déficit et puis pour éviter l'augmentation ou le surpoids dans les cas d'excès de fluide. Surveiller les ingestats et excrétats. Dans le cas où la personne a un déficit ou que ce soit aussi l'excès de fluide, on doit toujours surveiller la quantité que la personne consomme de fluide et la quantité que la personne est en train d'extraire de son corps concernant les fluides. Donc souvent, vraiment, à l'hôpital, on va commencer toujours on demande de commencer à mesurer la quantité qu'on donne aux patients et la quantité que le patient est en train d'extraire. Si la personne doit uriner, on doit toujours utiliser une urinoir qui a une règle de mesure pour calculer la quantité que la personne excrée et puis mesurer aussi la quantité de fluide dans des aliments qu'on est en train de donner à la personne. Surveiller les niveaux d'hématocrite et des électrolytes. Oui, on a dit que dans le cas de déficit, il y a une augmentation d'hématocrite. Corriger les déséquilibres électrolytiques si nécessaire. C'est-à-dire lorsqu'on a un déficit liquidien, on est à risque aussi d'avoir une perte d'électrolytes. Parmi les interventions que le docteur peut prescrire, on peut prescrire un remplacement liquidien. Par exemple, donner le fluide par intraveineuse comme le normoxéline, NaCl. Donc, si par exemple c'est un déficit au niveau du sodium, du chlore et du potassium, du sodium et du chlore, on peut donner le normoxéline. Dans les cas où la personne, par exemple, a un déficit au niveau du potassium, on va donner le chlorure de potassium, qu'on appelle souvent, il y a différents types qu'on appelle comme le K2 en anglais. C'est un type de médicament qui augmente les taux de potassium dans le corps. Quand on va parler des électrolytes, on va parler plus en détail des différents types de ces électrolytes. Et puis, il faut tester l'urine pour la gravité spécifique. Oui, il faut vous rappeler, au début, on a dit que dans le cas où la personne est en train de subir un déficit liquidien, l'urine devient trop foncée. Il y a trop d'urée dans l'urine, c'est-à-dire les déchets. Alors, il faut toujours aussi faire le test urinaire pour essayer de réévaluer qu'il n'y ait pas assez de concentration, assez d'urée dans l'urine de la personne. De peur que le rein ne soit pas peut-être c'est-à-dire que le rein n'arrive pas à tout excréter à un moment, les reins risquent de commencer, si les reins ne fonctionnent pas correctement, au lieu que ces urées viennent dans l'urine, c'est bloqué au niveau des reins et ça va poser une insuffisance rénale. Et la surcharge liquidienne, quelles sont les interventions infirmières à mettre en place? Premièrement, surveiller toujours de près les signes vitaux, comme on a parlé au début aussi, avec la surcharge liquidienne, la pression artérielle. Ici, il y a l'hypertension. Il faut surveiller toujours la fréquence cardiaque. Ici aussi, augmentation de la fréquence cardiaque. Il faut surveiller aussi l'oxygène, parce qu'il y a la personne risque d'avoir une dyspnée dans ces cas. On a parlé de ça. On a parlé aussi de l'accumulation des fluides au niveau pulmonaire. Lorsqu'on va ausculter la personne, on risque de ressentir des crépitements comme son pulmonaire. Évaluer les ONM. Donc, il y a les différents types, comme j'ai parlé au début, il y a différents types des ONM. Alors, il y a comme ce qu'on appelle les pitting edema en anglais. En français qu'on appelle l'OEDM de Godet. Il y en a différents types et différentes mesures, comment est-ce qu'il faut les évaluer. Il faut surveiller les ingestats et les excrétats, comme je l'ai dit de l'autre côté, quotidiennement aussi, il faut toujours mesurer combien la personne consomme, combien la personne est en train d'excréter. Alors, au niveau de la surcharge liquidienne, ici, il faut savoir que la personne risque d'avoir des restrictions
au niveau de la quantité de fluide à consommer parce que la personne a déjà assez de fluide. Mais par contre, dans les cas de déficit, on essaie d'augmenter la quantité de fluide parce que la personne en a perdu assez. C'est pour ça que vous remarquerez souvent au niveau dans les hôpitaux, il y a certains patients qui ont une restriction de quantité de fluide à prendre pendant les 24 heures de la journée. On peut par exemple prescrire que fluid restriction 1500 ml. Donc la personne ne peut que consommer 1500 ml par jour. C'est pour éviter d'empirer encore la surcharge liquidienne. Alors, il y a aussi, il faut surveiller les hématocrites, les électrolytes, la même chose. Placer les clients en position semi-folaire. Alors, la position semi-folaire, c'est-à-dire que c'est pratiquement entre 45 à 60 degrés pour éviter que la personne puisse avoir encore une grande dyspnée. Déjà, la personne qui a une surcharge liquidienne, les fluides s'accumulent et risque de s'accumuler au niveau pulmonaire. Alors, si les fluides s'accumulent au niveau pulmonaire, ça cause un déficit au niveau pulmonaire. La personne ne respire plus bien. D'où il faut éviter de placer la personne en position allongée parce que là, risque de causer maintenant une aspiration et la personne risque de mourir. Donc, il faut toujours maintenir la tête du lit du client à une position semi-folaire parce qu'il y a déjà un certain risque d'accumulation de fluide au niveau des poumons. Administrer les diurétiques, oui, ça c'est parmi les médicaments à utiliser pour essayer d'extraire le fluide qui sont annexés dans le corps de la personne. Comme on a parlé par exemple le Lexis ou encore le furosemide. Fournissez un régime pauvre en sodium comme prescrit. Oui, quand la personne a une certaine accumulation de fluide, souvent cela peut être relié au niveau rénal. Et lorsque cela est relié au niveau rénal, sachant que le rein qui a un rôle majeur au niveau de l'équilibre des sels et des liquides dans notre corps, alors les clients, s'il subit une insuffisance rénale, cela va occasionner qu'il y ait une certaine rétention de sodium dans les corps. Et quand il y a une certaine rétention de sodium dans les corps, cela va occasionner une augmentation aussi de rétention de fluide dans les corps. C'est pour ça que vous voyez une personne qui a une augmentation, qui a une insuffisance cardiaque par exemple, la personne va avoir une certaine restriction au niveau même de la quantité de sodium à consommer par jour pour éviter d'accumuler encore une certaine rétention de fluide dans les corps. Voilà, ça c'était un peu en général pour parler juste des déficits liquidiens et de l'excès de fluide. À retenir ce qui est toujours à savoir, le corps a besoin de l'homéostasie, c'est-à-dire qu'il doit toujours avoir un équilibre au niveau du corps de la personne. Dans le fluide, s'il y a un déséquilibre, il faut toujours savoir que ça peut arriver que ça soit une hypovolémie, la déshydratation, ou l'hypovolémie ou la déshydratation. Et si c'est une surcharge, ça peut être soit une surcharge liquidienne ou circulatoire ou une hypervolémie. D'où il faut toujours se rassurer s'il y a un déficit, comment compenser les pertes de fluide, et s'il y a un excès de fluide, comment réduire ou excréter l'excès de fluide dans les corps. C'est toujours se souvenir aussi que lorsque la personne est en train de suivre un traitement pour résoudre les problèmes de déficit liquidien, cela le met aussi dans la position d'être à risque d'un excès de fluide. Parce que lorsqu'on administre les fluides, on doit aussi être prudent de toujours se rassurer. C'est pour ça qu'on doit mesurer les ingestés, les excrétants pour se rassurer que la personne n'est pas de recevoir assez de fluide. Et dans le cas aussi d'excès de fluide, la personne, lorsqu'elle reçoit un traitement pour réduire le taux de l'excès de fluide dans le corps, la personne est à risque de subir un déficit si on n'arrive pas à bien résoudre
l'excès, parce qu'on risque de trop excréter des fluides du corps de la personne et la personne maintenant commence à perdre assez de fluides. Voilà, c'est un peu en général ce que je voulais parler avec vous concernant l'équilibre et le déséquilibre hydrique. Dans la prochaine section, nous allons parler de l'équilibre et le déséquilibre électrolytique. Ces notions qu'on a parlé aujourd'hui, essayez de les revoir pour ceux qui se préparent pour les examens. Cela va mieux vous permettre de bien comprendre la suite que nous aurons à parler prochainement. N'hésitez pas à vous abonner sur ma chaîne Papi Abdoulaye Lesiax. Si vous avez des commentaires, si vous avez des éléments aussi à ajouter que vous pensez qui sont importants pour aider aussi les autres, c'est bienvenu. C'est le bienvenu. Vous pouvez toujours le mettre dans les commentaires et nous pouvons toujours partager ensemble et s'échanger des idées pour une amélioration. Alors, je vous souhaite de bonnes chances pour ceux qui se préparent pour leurs examens et on se revoit à la prochaine. Bye.